Moi, je suis retraité, mais encore en activité, en tant que directeur de recherche émérite à l'INRIA. J'ai fait pratiquement toute ma carrière dans les réseaux, les systèmes distribués, avec des applications en vue qui étaient toujours un peu en avance sur ce qui se faisait au moment où j'entamais des recherches. C'est l'intérêt d'être dans un institut de recherche, c'est qu'on peut avoir des idées un peu en avant. Ça ouvre pas mal de perspectives et je suis très heureux de pouvoir suivre ce genre de carrière. Alors en parcours, ça a été d'abord commencé par une école d'ingénieur, l'ENSET à Toulouse, après avoir passé quelques diplômes en université. Et puis je suis allé à l'ENSET parce que c'était la seule école avec une école de Grenoble qui dispensait des cours d'une discipline quasi mystérieuse à l'époque qui s'appelait machine mathématique. En fait, c'était le début de l'informatique, mais le nom n'avait pas été inventé. Et c'est là que tout est parti. Donc dès que j'ai fini mes études, j'ai candidaté au CERN à Genève et j'ai été pris, ce qui est aujourd'hui quasi impossible. Donc là, j'ai travaillé pendant 3 ans sur l'informatique qui contrôlait l'accélérateur de particules. Donc j'étais déjà dans les réseaux. Et c'est ça qui m'a fait être recruté à l'INRIA lorsque le projet Cyclade, qui était une copie du projet américain ARPANET, a démarré. Le projet a démarré en 71 et moi j'ai été recruté en 72. Et j'ai commencé des travaux de simulation, parce qu'à l'époque, les protocoles réseau, personne ne savait très bien ce que c'était. Moi j'avais l'expérience du CERN et il se trouve que j'ai rencontré 2 personnes très connues maintenant qui s'appellent Vinton Cerf et Robert Kahn, qui sont considérés comme les pères de l'Internet. En 1973. Et quand ils ont vu mes travaux de simulation, en tout cas Cerf, qui était prof à Stanford, m'a dit mais si vous voulez venir dans mon équipe, c'est quand vous voulez. Et donc je suis parti 1 an à Stanford, juste au bon moment où en fait TCP/IP était en cours d'invention. Donc mes travaux de simulation ont permis de comprendre ce qu'il fallait faire pour garder synchronisé l'émetteur et le récepteur à travers un réseau qui multiplie les copies de messages, qui les perd, qui les livre dans le désordre. Donc tout ça, c'était une grande innovation en fait d'Internet, c'était de pouvoir garantir la synchronisation des communications entre deux entités communicantes. Alors la révolution numérique, en fait, elle a commencé sans qu'on le sache vraiment. On ne savait pas très bien ce qu'on était en train de faire. Dans les années 70, quand on a créé TCP/IP et qu'on commençait à se dire « Ah oui, les gens vont pouvoir faire ça en restant chez eux ». Mais c'était c'était d'abord à l'époque post-hippie, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc on pensait qu'il n'y aurait jamais d'utilisation détournée d'Internet, ce qui n'est évidemment pas le cas, maintenant on le sait. Et donc on envisageait des utilisations un peu futuristes, et en fait c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'avec Internet, on a déclenché le phénomène de migration du genre humain vers, alors je ne vais pas utiliser des termes savants, l'anthropocène, mais on est maintenant dans un univers cyberphysique qui existe grâce à Internet. Parce que on a jusqu'à présent vécu une époque où on était des utilisateurs d'Internet, donc avec les claviers, les appareils que tu utilises actuellement, on était acteurs extérieurs du réseau. Je parle de tout le réseau. Mais c'est fini. On est maintenant aspiré. Un peu comme dans les films Matrix. On est aspiré dans le réseau. Et le fait que les gens soient dotés d'extensions numériques pour surveiller leur santé ou autres phénomènes personnels au niveau physique. Et le fait que maintenant les humains vont sans doute être transportés dans des véhicules autonomes qui vont les transporter sans que les humains aient à se soucier de la conduite, ça veut dire que maintenant on est pris dans
le web ou Internet, appelons ça comme on veut. Et donc, c'est ça la grande révolution. C'est qu'on n'est plus à l'extérieur du réseau et on ne l'utilise que si on en a envie. En fait, on est, sans qu'on le dise expressément, utilisé par le réseau et utilisateur du réseau. Par exemple, si tu coupes ton smartphone, eh bien, et si tu tournes sur Android, sur iOS c'est pareil, Apple ou Google sait où tu es et peut-être même ce que tu fais. Donc les problèmes j'utilise le terme anglais privacy parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, les problèmes de privacy sont devenus prédominants. Et les cyberattaques, c'est ça qui est le gros problème aujourd'hui. Donc on a tous les services très agréables, mais l'idée d'installer une enceinte vocale dans une maison, il faut peut-être mieux y réfléchir à deux fois. Alors la première réponse qui est assez classique, c'est grâce à la 5G, bientôt la 6G, pourquoi pas, on va pouvoir charger des films, des vidéos, pourquoi pas en 3 dimensions, quand on aura les écrans pour, et puis tout ça, ce sera possible, alors qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu du rêve. Bon, ça c'est ce qui concerne l'infotainment et les loisirs. Pour ce qui concerne les entreprises, ce que ça change, c'est le fait qu'on puisse imaginer que tout ce qui est transaction, qu'elle soit commerciale, financière, en tout cas des discussions et des signatures d'actes qui engagent des responsabilités légales ou des enjeux financiers énormes, tout cela peut être tracé, enregistré et devenir infalsifiable grâce au fameux blockchain, les hyperledgers, qui nécessitent en fait des ressources de calcul et de communication énormes. Ça n'était pas possible jusqu'à récemment, ça l'est maintenant. Donc pour les sociétés, il y a une espèce de garantie sécuritaire qui est liée au fait que maintenant les réseaux ont des débits énormes et qu'on peut envisager, à des coûts de plus en plus raisonnables, utiliser ce genre de technologie. Pour donner une idée, aujourd'hui, il faut savoir que 90% du trafic Internet, à peu près 90%, passe par des câbles sous-marins optiques, qui sont de l'ordre aujourd'hui de 100, 200, 300 terabits par seconde. Et il y en a un qui prend en France, en Vendée, et qui traverse l'Atlantique et qui arrive en Caroline du Nord, je crois. Et ce câble-là, le propriétaire, c'est Google. Alors évidemment, il a comme associé certains opérateurs téléphoniques, parce qu'il ne faut pas être en guerre, il faut coopérer. Sauf que les investissements dans les câbles qui sont les plus importants aujourd'hui, et c'est vrai pour le Pacifique, l'océan Indien, partout, c'est Google, Facebook. Mais la technologie existe. Alors quand on met ensemble les vitesses de l'ordre de plusieurs centaines de terabits par seconde des câbles optiques sous-marins et des routeurs du réseau lui-même, des nœuds de réseau, qui sont de plus en plus à base de technologie optique et qui moulinent à quelques dizaines de terabits par seconde seulement, on voit que la puissance des réseaux, et on peut considérer qu'elle est infinie aujourd'hui. La fibre optique, j'en ai un petit peu parlé, c'est déjà présent. S'il n'y avait pas la fibre optique, on n'aurait pas ces câbles sous-marins. On ne pourrait pas faire la même chose avec de l'électronique. La fibre optique, c'est aussi annonciateur de communication sans fil, non pas dans la bande des quelques gigahertz qu'on utilise aujourd'hui pour la 5G, mais quand on va migrer vers les fréquences plus hautes, on pourra envisager sérieusement des communications optiques en direct entre individus, entre véhicules autonomes, et qui n'auront plus du tout besoin de se connecter à un réseau extérieur, accéder à des services cloud. En fait, les véhicules pourront se mettre d'accord directement en communication par moyen optique, en ligne de vue, tout comme tout que le font les humains quand ils conduisent. C'est-à-dire que les capacités cognitives qu'on a pour éviter les accidents, comprendre ce qui se passe
Et malgré tout, bon, malheureusement, crise d'accident où on est victime quand il n'y a pas moyen de faire autrement, ces capacités-là vont devenir disponibles à bord des véhicules. Et ça, c'est l'optique. Alors, ce ne sera pas de la fibre, mais les technologies sont équivalentes. Elles se ressemblent. Merci.